Il était une fois, au cœur de Potakot, vivait une femme nommée Hydramama. Elle avait 27 ans, était grande, belle et à la peau noire, avec ce genre de beauté qui faisait ralentir les voitures des hommes et rendait les femmes secrètement complexées. Sa peau brillait comme du brun poli, mais malgré sa beauté, une chose manquait, son hygiène. Elle avait une hygiène très médiocre. Elle était si sale que ses casseroles pouvaient rester des semaines sans être lavées, et elle portait les mêmes sous-vêtements pendant une semaine entière avant de les changer. La plupart du temps, quand elle rentrait du travail, elle dormait dans ses vêtements de bureau et se réveillait le lendemain matin, encore habillée ainsi. Mais malgré tout, elle restait belle sous le soleil. Son maquillage était toujours impeccable et ses ongles étaient faits dans les tons les plus tendances. Ses cuisses scintillaient comme si elles avaient leur propre projecteur. Chaque matin, elle sortait de son enceinte, habillée comme si elle se rendait à un événement sur tapis rouge. Toujours propre, stylée et fraîche. Les gens du quartier l'appelaient Madame Slow Queen. Elle vivait dans un appartement de 2 chambres à l'intérieur d'une enceinte clôturée. Personne ne lui rendait jamais visite chez elle. Ni amis, ni famille, ni même ses prétendants. Mais personne ne s'en étonnait. Après tout, elle était une personne discrète. Elle souriait aux voisins, saluait poliment et partait au travail dans sa Toyota Corolla noire, une voiture propre qu'elle lavait tous les 2 jours, même si l'intérieur sentait vaguement un mélange de parfum et de quelque chose de pourri. Ce que personne ne savait, c'était que derrière tout ce clinquant, elle vivait dans la saleté, et sa vérité était plus sombre que quiconque ne pouvait l'imaginer. Le secret commença à se révéler lentement. C'était un mardi matin. Mama G, la femme âgée vivant dans l'appartement voisin du sien, sortit pour balayer l'enceinte et remarqua à nouveau l'odeur. Ce n'était pas l'odeur habituelle des égouts. C'était fort, comme de la nourriture pourrie mélangée à de l'huile brûlée. Elle fronça le nez et secoua la tête. « Je n'ai rien dit avant. Un jour, cette belle fille va tous nous tuer. Comment la maison d'une jeune fille peut-elle sentir si mauvais, comme des rats morts ?» Elle cracha. La porte d'entrée d'Hydramama grinça en s'ouvrant. Elle sortit vêtue d'un blazer blanc sur un jean noir moulant, ses longues jambes luisantes d'huile et sa perruque rebondissant comme celle des publicités à la télé. Elle sourit à Mama Guy. « Bonjour, Ma », dit-elle doucement. Mais derrière cette voix douce, son cœur battait la chamade parce que dans son appartement, rien n'était comme à l'extérieur. À l'intérieur de l'appartement d'Hydramama régnait un monde de chaos. Son salon était poussiéreux. Un seul ventilateur en plastique soufflait de l'air chaud dans un coin, entouré de mouchoirs usagés, de sous-vêtements sales et de cartons de nourriture à emporter. L'écran de la télévision était taché d'empreintes digitales et de marques grasses. Son tapis n'avait pas été lavé depuis 2 ans. Sa cuisine était pire. L'évier était rempli de casseroles non lavées, de riz brûlé et de soupe séchée collée sur les côtés. Les cafards dansaient librement. Une casserole de riz jaloux de la semaine dernière était encore sur la cuisinière, couverte de moisissures. Elle ne cuisinait pas souvent et, quand elle le faisait, elle utilisait toujours la même casserole sans la laver. Même sa salle de bain racontait une histoire triste. Le siège des toilettes avait un anneau brun autour et l'évier était bouché. Son miroir n'avait jamais vu d'eau ni d'éponge de sa vie. Pourtant, chaque matin, elle se poudrait le visage, se vaporisait de parfum et marchait comme une reine. À l'extérieur, elle était un rêve. À l'intérieur, elle pourrissait. Hydramama avait grandi à Inugu, dans une maison où la survie était la seule règle. Son père était chauffeur de taxi. Sa mère était une petite commerçante. Il n'avait jamais eu le temps de lui enseigner la propreté. La maison était toujours en désordre et les corvées étaient une punition, pas une habitude. À 16 ans, elle s'était enfuie de chez elle après que son père l'eût battue avec une ceinture trempée dans l'eau pour avoir cassé une assiette en céramique. Elle avait déménagé à Potakot chez une cousine éloignée qui l'avait initiée à la vie citadine, au maquillage, à Instagram, aux hommes, à l'argent rapide. Mais clairement, personne ne s'en souciait. Elle n'avait donc jamais appris. Elle avait simplement appris à couvrir la saleté avec du clinquant. Mais un jour, son secret commença à fuir. Cela commença avec un homme nommé Ibuka, grand, noir et analyste d'affaires prospère. Il l'avait rencontré sur Instagram. Ses photos étaient célestes. Il lui avait envoyé un message. Elle avait répondu et ils s'étaient rencontrés dans un lounge à G. Les étincelles avaient volé. Ils avaient parlé, discuté, et ils correspondaient vraiment à l'énergie de l'autre.
Après 2 mois, il était amoureux. « Tu es le genre de femme que je veux épouser », dit-il un soir alors qu'ils étaient assis dans sa voiture, garée sous un réverbère. Il lui dit « Tu es si propre, belle, élégante, tu es mon rêve. J'ai hâte de faire de toi ma femme. » Elle sourit, mais son cœur était lourd. C'était différent. Il n'était pas comme les autres qui ne voulaient que son corps. Il voulait un avenir avec elle, et elle aussi était tombée amoureuse de lui. Mais la peur venait de ses insécurités et de son mode de vie sale. Comment allait-elle empêcher Ibuka de visiter sa maison? Cette pensée lui remplissait le cœur, et elle se perdit dans ses pensées. Juste à ce moment, il l'appela. Elle sursauta immédiatement. « À quoi penses-tu » demanda Ibuka curieusement. Mais elle ne dit rien, et fit comme si tout allait bien. Après qu'il fut parti ce soir-là, elle se sentit si malheureuse. L'idée de nettoyer sa maison était un cauchemar. Cela la hantait. Comment puis-je nettoyer une si grande maison toute seule sans aide? Un appartement de 2 chambres avec un grand salon. Non, je ne peux pas. Je trouverai un moyen de le distraire pour qu'il ne pense jamais à visiter. Elle ajouta en souriant. Mais elle savait qu'elle avait besoin d'un plan. Cette nuit-là, Ibuka l'appela. Il lui dit qu'il voulait visiter sa maison. « Laisse-moi venir te voir ce week-end », dit Ibuka au téléphone. « Ah non, mon appartement est en rénovation », mentit-elle. « Je change mes carreaux de sol. Tout est en désordre. »« Pas de problème », répondit Ibuka. « Quand ce sera prêt, fais-le-moi savoir. Je veux juste savoir où vit ma femme. » Elle rit nerveusement, mais la peur s'insinuait parce qu'elle savait que sa maison n'était pas un endroit à montrer à l'amour. C'était un lieu de honte. Les choses empirèrent quand son gaz s'épuisa. Elle ne le remplit pas pendant des semaines. Au lieu de cela, elle commandait de la nourriture et empilait les assiettes en plastique dans les coins de la pièce. Un jour, l'évacuation de sa salle de bain se boucha et l'eau commença à stagner sur le sol. Elle l'ignora et cela fit que sa maison sentait si mauvais. Pourtant, elle n'était pas prête à faire quoi que ce soit. Elle aimait l'odeur. L'odeur lui donnait une sensation de détente. Les rats commencèrent à apparaître et les cafards se multiplièrent. Pourtant, elle portait du spray corporel Chanel et du fond de teint MAC et postait des selfies filtrés. Mais son âme se fissurait jusqu'à un samedi. Tout vola en éclats. Ibuka la surprit. Il se présenta à sa porte avec un bouquet de roses et un sourire. Elle ne s'y attendait pas. « Ouvre maintenant. Ton gardien dit que tu es là », cria Ibuka après avoir frappé à sa porte pendant quelques minutes. Elle paniqua. Sa maison était un désastre. Elle courut partout pour cacher des vêtements et des assiettes, mais il était trop tard. Ibuka entra. Il s'arrêta à la porte. Son sourire s'effaça. Il avança lentement. Son visage se tordit d'incrédulité. L'odeur le frappa d'abord, crue, aiguë et épaisse. Il vit les vêtements sur le sol, les nouilles restantes sur la chaise, le cafard rampant sur le mur. Sa voix se brisa. « C'est ici que tu vis. » Elle resta figée. Cécile était au parfait. Son rouge à lèvres encore rouge. Mais elle était nue, pas en vêtements, mais en vérité. « Ibuka, je peux expliquer. » Mais il sortait déjà. « Derrière toute cette beauté, tu vis dans la mort. »« Waouh! Incroyable !» cria Ibuka. Il n'attendit pas de réponse. Il laissa les roses sur le sol, enjamba ses pantoufles et sortit de sa vie cette nuit-là. Hydramama s'assit sur le sol de son salon et pleura pour la première fois depuis des années. Elle se sentit profondément honteuse parce que l'homme qu'elle aimait tant l'avait quittée. Pour la première fois, elle vit à quel point sa beauté extérieure était inutile. Elle avait pensé que la beauté physique était tout ce qu'il fallait pour garder un homme. Mais maintenant, elle réalisait que ce n'était pas le maquillage, pas les cils ou la peau. C'était la vraie elle qui comptait, pas celle qui se cachait derrière le parfum et le vernis. Après cet incident, Ibuka bloqua Hydramama sur toutes les plateformes de médias sociaux et il n'y avait aucun moyen pour elle de le contacter. Comme ça, leur relation merveilleuse et prometteuse prit fin. Elle oublia Ibuka et passa à autre chose dans sa vie. Mais une chose persistait, ses habitudes de vie sales. Elle ne ressentait pas le besoin de se corriger. Puisqu'il était parti, elle estimait qu'il n'y avait aucune raison d'essayer de changer. Après tout, il n'y avait plus personne à satisfaire. Elle continuait à empiler ses vêtements sales et ses sous-vêtements dans sa chambre. Elle détestait laver ses robes. Au lieu de cela, elle sortait en acheter de nouvelles plutôt que de laver celles qu'elle avait déjà portées. Et cela continua pendant des mois. Quelques semaines plus tard, quand elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, quelque chose arriva. Une jeune femme d'environ 25 ans emménagea dans la même enceinte où elle vivait.
Son nom était Sabina. Après que Sabina eut emménagé, elle commença à observer. Elle admirait la façon dont Hydra-Mama se comportait, comme elle s'habillait proprement, comme elle paraissait élégante, et comme elle sortait chaque matin dans sa voiture clinquante. Sabina était impressionnée. Chaque matin, elle se tenait devant sa maison juste pour voir quel genre de vêtements Hydra-Mama porterait au travail. Ce matin-là, Sabina lui fit signe. Hydra-Mama répondit casualement et partit. Le lendemain matin, Hydra-Mama était sur le point de sortir quand Sabina, déjà habillée pour le travail, s'approcha rapidement de sa voiture. Hydra-Mama était assise au volant et quand elle entendit un tapotement sur la vitre, c'était Sabina. « Bonjour, s'il vous plaît. Pouvez-vous me déposer jusqu'au carrefour? Je suis déjà en retard pour le travail et j'ai pensé que vous pourriez m'aider, » dit-elle poliment, mais Hydra-Mama répondit froidement. « Non, ma chère, je ne vais pas dans ta direction. » Et remonta sa vitre et partit. Sabina fut stupéfaite par la méchanceté d'Hydra-Mama. Elle avait sincèrement essayé d'être amicale parce qu'elle l'admirait vraiment. Mais Hydra-Mama ne montra aucun intérêt pour l'amitié. Pas parce qu'elle était fière, mais parce qu'elle cachait son mode de vie sale. Malheureusement, Sabina le comprit mal. Elle le prit pour de l'arrogance et de l'orgueil. À partir de ce jour, Sabina commença à la détester. Un jeudi soir, vers 18h, Sabina avait été nommée par le propriétaire pour collecter l'argent pour l'eau et les factures d'électricité. Ce soir-là, la plupart des locataires étaient rentrés et Sabina passait d'appartement en appartement pour collecter les paiements. Pendant ce temps, Hydra-Mama avait eu une journée terrible au travail et était complètement épuisée. Dès qu'elle rentra chez elle, elle ne prit pas la peine de se changer en vêtements d'intérieur. Elle laissa tomber son sac à main sur le sol, puis s'effondra sur le canapé et s'endormit rapidement, ronflant bruyamment, la bouche ouverte, comme si elle attendait qu'un des cafards vole dedans. Quand Sabina arriva à la porte d'Hydra-Mama, elle frappa, mais pas de réponse. Elle frappa à nouveau. Toujours pas de réponse. Mais Sabina était certaine qu'elle était à l'intérieur. Sa voiture était garée juste devant la porte, et la porte elle-même était légèrement ouverte. Convaincue, Sabina la poussa doucement. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Il y avait Hydra-Mama allongée sur un canapé crasseux, ronflant bruyamment. La maison puait une odeur offensante et étouffante. Les cafards rampaient librement sur les murs et les sols. Des vêtements sales et des sous-vêtements étaient éparpillés partout. Des assiettes en plastique jetables jonchaient le sol. Certaines étaient couvertes de restes de nourriture pourrie dedans. La puanteur était insupportable. Sabina étouffa un cri et sortit immédiatement en courant, manquant de vomir. Elle n'en croyait pas ses yeux. Toujours sous le choc, elle revint à l'intérieur, sortit son téléphone et commença à filmer discrètement. Tenant son nez d'une main et le téléphone de l'autre, elle filma Hydra-Mama endormie, la bouche grande ouverte, zoomant sur le canapé crasseux et le désordre tout autour. Elle se déplaça dans la cuisine, continuant à filmer, capturant les vaisselles sales et tous les déchets empilés. Elle ouvrit la chambre et enregistra encore plus. Des culottes et sous-vêtements sales éparpillés partout. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. Quand elle eut fini, elle se glissa discrètement hors de l'appartement. Hydra-Mama, une dormeuse profonde, ne se rendit compte de rien. Quelques jours plus tard, Hydra-Mama fut choquée par ce qui arriva. Une vidéo apparut en ligne. C'était une vidéo d'elle endormie dans son salon sale. Elle fut si choquée. Elle hurla « Qui m'a fait ça? Comment quelqu'un est entré chez moi ?» Elle regarda la vidéo de près et sut que le jour où elle avait été filmée était celui où elle était rentrée épuisée du travail. Sabina avait posté la vidéo sur les réseaux sociaux et l'avait même vendue à des blogs populaires. À 10h le lendemain matin, toute l'enceinte bourdonnait comme une ruche. Locataires, femmes de ménage, colporteurs, tous rassemblés à la porte, chuchotant, pointant du doigt, ricanant. Ils ne parlaient pas du président ou du prix du carburant. Ils parlaient d'elle. Donc cette belle fille avec sa perruque qui brille comme du verre maintenant. Donc elle est riche. Je jure que si tu vois sa cuisine, tu vas avoir mal au ventre. La vidéo ne durait même pas 1 minute, mais elle était brutale. Elle montrait son évier débordant d'eau grasse et de verre. La fille qui filmait avait même zoomé sur les cafards dans le coin et dit « Je vous en prie, qui va épouser cet endormi ?» Le téléphone d'Hydra-Mama explosa de messages. Des amis transféraient la vidéo. Certains riaient derrière des murs codés. « Bébé, ce n'est pas ta cuisine » avec des émojis rieurs. D'autres étaient choqués. « Hydra-Mama, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne comprends pas. » Mais le pire message vint d'Ibuka. Il l'avait débloqué juste pour envoyer un message.
Je me sens malade. J'aurais dû écouter mon instinct. Tu n'étais que du packaging vide. Tu m'as brisé. Donc, après cet incident, je pensais que tu changerais. Je te donnais du temps pour changer. » Dès qu'elle vit le message d'Ibuka, elle essaya de l'appeler, mais il ne décrocha pas. Elle s'assit sur son tapis au milieu du chaos et fixa l'écran. Ses yeux étaient rouges, mais plus de larmes ne coulaient. Sa vie commença à s'effondrer au ralenti. Au bureau, son patron l'appela pour une discussion. Elle travaillait comme ambassadrice de marque pour une entreprise de soins de la peau. Paraître propre et élégante faisait partie du travail. Il brandit son téléphone et appuya sur Play. « Oh, c'est toi ?» Elle ne pouvait pas mentir. Elle hocha la tête. Il soupira et la regarda avec un mélange de pitié et de déception. « Hydra-Mama, je t'aime bien, mais cette vidéo est partout. Notre marque représente la propreté. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de scandale. » Et comme ça, elle perdit son emploi. À la maison, les choses n'étaient pas plus faciles. Les voisins commencèrent à la traiter comme une lépreuse. Les enfants riaient et chuchotaient, l'appelant Madame D. Slay. Les enfants chantaient même une nouvelle comptine en sautant à la corde. Et pire encore, son propriétaire lui envoya un avis d'expulsion rapide parce qu'elle avait vraiment abîmé son appartement et que l'enceinte était devenue trop populaire. Elle avait 30 jours pour partir, mais où irait-elle? Puis vint la visite qu'elle n'attendait pas. On frappa à sa porte un jeudi après-midi. Elle n'avait pas ouvert cette porte depuis 2 jours. Quand elle ouvrit, elle vit sa mère devant elle, petite et dure comme du pain rassis. « Donc maintenant, comme ça, tu t'es transformée en disgrâce sur Internet », aboya sa mère. Hydra-Mama baissa les yeux, trop honteuse pour parler. Sa mère n'était pas venue pour la consoler, elle était venue pour la ramener à Enugu. « Fais tes valises. Tu nous as assez fait honte. Tu ne vas pas te suicider à cause du maquillage. » Elle ne voulait pas retourner à Enugu, la ville dont elle s'était enfuie. Mais après avoir considéré à quel point sa vie était en ruine, elle n'avait plus d'emploi, plus d'hommes, plus d'amis, plus d'images à protéger. Elle fit ses bagages et suivit sa mère au point de départ. Son père ne dit pas un mot quand elle entra. Il ajusta simplement sa radio et monta le volume. Sa vieille chambre était toujours là, poussiéreuse, sombre, pleine de toiles d'araignée et de regrets d'enfance. Pendant des jours, elle ne fit rien. Elle resta allongée au lit à penser. Pas d'Instagram. Elle refusa d'aller en ligne ce jour-là parce que les moqueries étaient trop nombreuses. Pas de selfie devant le miroir, pas de faux cils, juste le silence. Jusqu'au jour où elle suivit sa mère au marché. Elle commença à aider sa mère dans son commerce. Elle géra 5 clients à la fois, aidant instinctivement à emballer les articles, à collecter l'argent et à faire les calculs dans sa tête. Une femme âgée lui sourit et dit « Tu es une très bonne enfant, ma fille. Tu aides bien ta maman. » Quelque chose en elle s'adoucit. C'était le premier compliment qu'elle recevait depuis des semaines et il ne concernait pas son apparence. Cette nuit-là, Hydra-Mama changea pour de bon. Elle enleva les faux ongles de ses doigts. Elle frotta sa vieille chambre, balaya, passa la serpillière, lava les vieux rideaux. Elle nettoya, non pas pour montrer au monde, mais pour guérir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en paix. Elle regarda son reflet dans la vitre et murmura « Je ne veux plus jamais être sale, ni dehors ni dedans. » Et à partir de ce jour, elle devint une fille propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle n'était plus la fille sale et futile que tout le monde connaissait. Mais quand elle pensa que sa vie retrouvait enfin son rythme, une vieille amie de Potakot apparut au marché. Son nom était Nancy et elle avait une nouvelle opportunité. Nancy était maintenant productrice de documentaires sur YouTube et elle avait une idée. Elle voulait l'interviewer pour un nouvel épisode intitulé « La fille derrière le F ». Une histoire de beauté, de honte et de rédemption. L'épisode pourrait devenir viral. Il apporterait de l'argent, de la gloire et de la guérison, mais il rouvrirait aussi de vieilles blessures. Hydra-Mama dirait-elle oui? Se demanda Nancy en son fort intérieur. Un jour fatidique, Nancy se rendit au stand d'Hydra-Mama. Elle portait des lunettes noires, un sac photo sur l'épaule. Elle leva les yeux et la vit. Hydra-Mama avait les cheveux attachés en arrière sans maquillage. Son tablier était taché d'huile de piment. Elle coupait du gombo à côté de sa mère tout en riant avec une cliente. Quand Nancy baissa ses lunettes, Hydra-Mama fut surprise. Pas possible. « Nancy, c'est toi ?» Nancy l'appela. « Eugie, bébé !» Elles s'enlacèrent joyeusement et échangèrent des salutations. Nancy ne perdit pas de temps.
Elle décida de dire à Hydramama pourquoi elle était venue. « Je travaille sur un documentaire sur les modes de vie faux, la beauté plastique, les mensonges des réseaux sociaux, et je te veux dedans. » Hydramama retint son souffle. Elle déglutit difficilement. « Tu veux que je parle de quoi ?»« Oui, ta vérité, ta chute, ton retour. Le monde doit l'entendre. Tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Tu peux y penser et m'appeler demain. » dit Nancy. À la maison cette nuit-là, Hydramama se tourna et se retourna sur son tapis. Le silence grinçait au-dessus d'elle. Elle ne pouvait pas dormir. Et si le monde riait encore? Et si Ibuka le voyait? Et si cela ruinait la petite dignité qui lui restait? Mais elle accepta, parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle était fatiguée de se cacher. Sa réputation était déjà en ruine. Il n'y avait plus rien à perdre car elle avait tout perdu. Que le monde dise ce qu'il veut. Maintenant, elle devait se montrer. Elle était fière de la nouvelle elle. Personne n'est parfait et tout le monde a ses défauts, se dit-elle. Ce matin-là, dans une petite pièce, elle eut une interview avec Nancy. Hydramama déversa tout ce qu'elle avait gardé en elle depuis le moment de sa disgrâce. Le documentaire fut mis en ligne une semaine plus tard sur YouTube. En 48 heures, il atteignit 1,2 million de vues. C'est ainsi que Dieu se souvint d'elle et que sa vie changea. Les gens eurent pitié d'elle. Et ses DM Instagram explosèrent, non pas d'insultes, mais d'offres d'emploi, d'invitations à parler et de partenariats. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Elle reçut une demande de message d'Ibuka. « J'ai regardé ton documentaire. Je suis heureux que tu sois une personne changée maintenant. Tu es courageuse et j'admire cette partie de toi. S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Le cœur d'Hydramama battait comme un tambour. Elle lâcha son téléphone, fixa le mur. Après tous ces mois, après la honte, l'homme qui était sorti de sa vie demandait une autre chance. Hydramama était très heureuse. Un soir, Nancy arriva en courant à son magasin. « Fille, un recruteur de talent de Lagos a appelé pour le documentaire. Ils veulent te signer pour une émission télé. » Elle fut stupéfaite. De reine des esclaves de la mode à potentielle animatrice télé, tout arrivait trop vite, trop bien, trop parfait. Hydramama était si heureuse et excitée, mais la vie avait encore un dernier rebondissement en attente. Cette nuit-là, le frère cadet d'Hydramama, Obina, appela de Potakot. Sa voix tremblait. « Ije, tu dois revenir. Quelque chose de grave est arrivé. »« Quoi? Ton nom est au poste de police. La fille qui a posté la vidéo de ta cuisine? Sa mère t'a signalé en disant que tu as causé des problèmes mentaux à sa fille. »« Quoi? Comment? » demanda Hydramama. Ils disent que depuis qu'elle a posté la vidéo, les gens la harcèlent en ligne. Ils l'appellent méchante et sans cœur pour avoir posté ça, surtout après que tu aies tout perdu. La fille a essayé de boire du sniper, elle est à l'hôpital maintenant. Sa mère crie en disant que tu as ruiné la vie de sa fille. Hydramama soupira profondément et dit « Eh bien, qu'elle continue à crier. Sa fille a eu ce qu'elle méritait. Grâce à elle, ma vie a changé. Je ne suis plus celle que vous connaissiez. »« Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?» demanda enfin Obina. « Ils disent que la fille est sous soins psychiatriques. Sa mère prétend que la honte causée par ta vidéo l'a poussée à tenter de se suicider. » Le lendemain, Hydramama se rendit au poste de police. Un officier au bureau leva les yeux et dit sarcastiquement « Ah, la célébrité, madame, tu es enfin arrivée. » On la conduisit dans une pièce où la mère de la fille qui avait posté la vidéo attendait déjà. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage gonflé de chagrin et d'amertume. « Toi !» cria la mère. « Tu as ruiné la vie de ma fille. Elle a posté cette vidéo comme une blague et tu as retourné le monde contre elle. Elle m'a filmé sans ma permission. » répondit Hydramama. « Elle est juste jeune et j'étais brisée. » Hydramama rétorqua, « Cette vidéo m'a détruite. J'ai failli me traîner dans la boue aussi, mais j'ai choisi de me battre. » Un silence tomba. L'officier intervint. « Assez. Vous vous êtes fait du mal toutes les deux, mais continuer ce combat ne causera que plus de dommages. Peut-être que c'est un test pour vous deux. » Cette nuit-là, Hydramama rendit visite à l'hôpital. Sabina était allongée faiblement sur son lit, la tête rasée, la peau pâle, les yeux ternes. Hydramama s'assit à côté d'elle et demanda « Comment te sens-tu maintenant ?» Sabina se tourna lentement vers elle. « Je voulais juste m'impressionner moi-même. J'étais jalouse de toi. Je suis désolée. Je ne savais pas que ça irait si loin. »« Moi aussi, » dit doucement Hydramama. « J'ai vécu pour l'attention et ça a failli me tuer, mais ça ne doit pas te tuer. » Elle prit la main de Sabina. « Guérissons ensemble. » Une nouvelle émission commença à être diffusée sur YouTube et à la télévision avec Hydramama comme animatrice du programme télé.
Quand Ibuka la vit à la télé, il ne put résister à l'envie de lui parler. Il voulait qu'elle revienne dans sa vie. Alors il l'appela immédiatement. « C'est moi. »« Je sais, » dit-elle calmement. « Je voulais que tu saches que je suis fière de toi. J'ai vu ton émission vraiment. Et s'il y a jamais de la place dans ton cœur, Ibuka, » et dit-elle doucement, le coupant, « je guéris et je ne retourne pas dans des endroits brisés. » Elle raccrocha, non pas en colère, mais en paix. Elle loua un nouvel appartement à Lagos, spacieux, propre, avec des plantes près de la fenêtre. Un petit panneau en bois près de la porte disait « La beauté n'est pas ce que tu portes, c'est qui tu es. » Sa vie avait changé pour le mieux. Elle se tenait près de la fenêtre, sirotant du thé. Elle regardait la ville en bas, vivante, bruyante, impitoyable, mais pleine de secondes chances. Leçon morale de cette histoire. Nous ne devons pas juger sur l'apparence. Les personnes les plus propres à l'extérieur peuvent se noyer à l'intérieur. Les réseaux sociaux sont un masque. N'enviez jamais ce que vous ne comprenez pas. La honte n'est pas la fin. Elle peut être le début d'un but. Le pardon pour les autres et pour soi-même est une guérison. Vous n'avez pas besoin d'un passé parfait pour inspirer l'avenir.